Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France, spécial management cette semaine. Être manager quand on est une femme, ce n'est pas toujours si simple. Et puis comment manager une transformation dans l'entreprise et comment faire pour que vos salariés soient heureux d'aller au travail. Ce n'est pas si simple, mais nous avons peut-être un début de solution. Et puis au final, comment se portent les dirigeants d'entreprise? Quel est leur état de santé? Vont-ils bien? Car on ne sait pas grand-chose sur eux. Ils ne passent pas de visite médicale, contrairement aux salariés. C'est un dossier très intéressant, riche en témoignages que nous allons ouvrir dans un instant. Et puis à la fin de cette émission, notre rendez-vous avec le médiateur national interentreprise. Cette semaine, une affaire de désengagement brutal. Un client qui part du jour au lendemain sans payer. Bienvenue dans le 348e numéro du Business Club de France. Comment vont nos dirigeants? Comment trouver le bien-être et le bonheur au travail? Quel est le moral des patrons? C'est le dossier de cette semaine. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Annick Hersan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de HGI Partners. Quelle est l'activité? Rapidement, deux mots. HGI Partners, c'est une entreprise de management de transition. On dit très souvent qu'on est avec les autres dirigeants dans la tempête. C'est une tempête, ça peut être une croissance, ça peut être une ouverture d'un site à l'étranger, ça peut être une équipe à mettre en place, et c'est du management de transition. Voilà, c'est là où on va chercher un manager extérieur qui vient mener une mission bien précise à un moment donné. Alors on a des managers, ou alors on a aussi des équipes. C'est-à-dire que ça nous arrive d'avoir besoin pour dans le cadre d'une croissance de mettre une équipe complète, qui a le directeur avec toute l'équipe. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre livre. Trop sexy pour un bilan, c'est le titre, aux éditions Publish Room. Un livre dans lequel vous racontez votre parcours de femme chef d'entreprise dans l'industrie. On va le détailler parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais parmi vos réflexions, vous dites notamment le patron est souvent très seul. Ah oui, c'est bien sûr, c'est le chef d'entreprise, c'est d'abord une idée. Quand on devient chef d'entreprise, lorsqu'on a une idée, qu'on a envie de la développer, et je dis souvent qu'on est chef d'entreprise le jour où, quand on n'a pas dormi dans la nuit, au lieu de compter des moutons, on compte les bulletins de paye. Et ça, c'est la solitude du chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise ne peut pas, quand ça va mal, ne le dit pas. Parce que si on dit que ça va mal, on a immédiatement les banquiers qui partent en courant, on a les clients qui partent et nos meilleurs éléments aussi. Alors on va raconter tout ça parce que vous l'avez vécu et je voudrais saluer Olivier Torres qui vous a écouté attentivement. Olivier Torres, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Amaroc, c'était en 2009. C'est le premier observatoire de la santé des dirigeants des PME. Vous êtes également enseignant et chercheur à l'université de Montpellier. Les patrons vont bien? Alors, les patrons des travaux publics, non. Ceux d'Air France, non plus. Mais globalement, je dirais qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Mais c'est vrai qu'en période de crise, ça accentue les facteurs pathogènes. Donc, ce que je viens d'entendre à l'instant, la solitude est un de ces facteurs qui ronge beaucoup de dirigeants de PME, commerçants, artisans, profession libérale aussi. Et souvent, on entend « j'ai le nez dans le guidon », qui est une expression très PMiste, qui renvoie à l'idée que parfois, face aux difficultés, là, on se sent très très seul. Il y a des choses que j'entends souvent, évidemment, je tairai les noms, mais c'est vrai que il y a beaucoup de patrons qui me disent que l'addiction a été un petit peu leur remède, l'addiction à l'alcool, au tabac, quand c'est pas de la drogue. Enfin voilà, je préfère le dire parce qu'on n'en parle jamais et on évoquera tout à l'heure pourquoi il y a ce silence de la part des patrons, parce qu'ils veulent peut-être donner cette image d'invisibilité. Mais enfin, en même temps, il faut peut-être aussi aborder et dire les choses telles qu'elles sont. Mais attention, il y a des solutions et c'est le but de cette émission. Alors vous me direz, dans ce contexte, comment être heureux au travail, comment trouver le bonheur, et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Alexandre Jost, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes le fondateur et président de Fabrique Spinoza, un think tank du bonheur citoyen, donc bonheur dans la vie en général et au travail. Le bonheur au travail, c'est possible? Oui, c'est possible, et non seulement c'est possible, mais on va en parler ensemble abondamment, j'espère, mais on commence à comprendre ce qui favorise le bonheur au travail. La littérature scientifique est abondante, et aujourd'hui on passe d'une étape où on a besoin de se convaincre que c'est utile, que c'est bien moralement, à une étape où on sait ce qu'il faut faire. Et j'ai envie de vous donner des solutions. On va les écouter très attentivement. Alors à l'heure où beaucoup d'entreprises se transforment, changent leur mode de management, traversent de profondes mutations qui bouleversent leur méthode de travail, leur équilibre, j'ai presque envie de vous demander, Annick Hersan, en suivant votre livre,
La transformation des entreprises, vous en avez connu en permanence, vous avez connu énormément j'ai presque envie de dire de séisme dans votre parcours, à chaque fois une remise en question, à chaque fois aller rechercher de nouveaux marchés. C'est de tout temps, ça fait partie de l'entrepreneur finalement, cette remise en question permanente. Oui, c'est la vie, hein. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant, c'est un organisme vivant qui me subit et qui est très souvent l'environnement, son environnement, qui est une éponge autour de l'environnement. Surtout quand on est une PME face à des grands groupes, par exemple. Je peux vous donner, si vous le souhaitez, je peux vous donner dès maintenant une petite anecdote. En 2009, après le 12 septembre, hein, c'est-à-dire le lendemain du 11 septembre, j'ai un banquier qui m'appelle en me disant « Madame Mersant, vous êtes trop dans l'aéronautique, on vous jette. » On vous jette, ça veut dire plus de crédit, plus de découvert. C'est compliqué. Ouais, alors là, j'imagine que dans la tête d'un entrepreneur qui se fait jeter, pour reprendre votre expression comme ça va pas être simple à vivre. Si vous voulez bien, on va commencer au début. D'abord, pourquoi ce titre trop sexy pour un bilan? Parce que vous êtes une femme, c'est ça? Absolument pas. J'ai voulu absolument pas. Parce que j'ai pas trouvé, effectivement. Hein. Je me suis un petit peu lâchée. Je l'explique dans le chapitre des banquiers. Effectivement, c'est avec les banquiers que je me lâche le plus. Mais lorsque plusieurs fois un banquier vous dit la même chose, vous vous dites c'est la manière dont il raisonne, dont il réfléchit. Un banquier, en regardant votre bilan, vous dit votre bilan, il n'est pas suffisamment étoffé en haut. Il faudrait qu'il soit un peu plus sexy. Les fonds propres, les capitaux propres, tout ça, ça devrait être un peu plus étoffé. En bas, votre compte d'exploitation, vos résultats, votre CAF, faut qu'elle soit aussi pas mal. Mais milieu, là, la taille bien serrée, les dettes de l'entreprise. Donc c'est le titre. Alors, vous avez créé votre entreprise très jeune, à 25 ans, entreprise spécialisée à l'époque dans la documentation industrielle et le design industriel, et ensuite elle s'est un peu plus rapprochée, je dirais, de l'industrie à proprement parler. Un secteur où il y a peu de femmes. Oui. Et vous aviez 25 ans. Enfin, il y a une preuve d'audace incroyable. Oui, mais je me suis pas réveillée un matin en me disant ça serait sympa d'aller dans l'industrie. J'ai fait ce qui est très exceptionnel à l'époque, hein, parce que j'ai fait des études d'électronique, donc technique, et j'ai commencé à travailler dans l'industrie. J'ai travaillé 5 ans dans l'industrie. Si vous faites un rapide calcul, j'ai pas été très longtemps en études, hein, j'ai fait après. Et je travaillais notamment chez Thomson en bureau d'études. Et quand, pour différentes raisons, je suis partie de chez Thomson, j'ai monté mon entreprise. Voilà. Alors, on est dans les années 70, vous avez créé une première entreprise, puis d'autres, puis en racheté d'autres. Vos principaux clients, alors, sont l'automobile et l'aérospatial. Et vous avez connu, on le disait tout à l'heure, des séismes. Il y a eu la première guerre du Golfe, on est dans les années 90, qui fait baisser votre chiffre d'affaires de 30%. Le 11 septembre 2001, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui a mis votre entreprise par terre, hein, finalement. Oui, complètement. Ouais. Oui, c'était compliqué. Ouais. Et là, les banques vous lâchent et vous avez une phrase qui est très claire. La meilleure façon de travailler avec un banquier, c'est de s'en passer. C'est ce que vous avez fait? Oui. J'aimerais bien qu'on explique un petit peu pourquoi je dis ça. Parce que on s'attend tous à ce que les banquiers soient des partenaires des entrepreneurs. On s'attend tous à ce qu'ils travaillent avec nous. Mais en fait, on oublie une seule chose, ce sont des commerçants comme les autres. Ils ont simplement de l'argent à placer au mieux possible. Et on a été, pendant la bulle Internet, il y a eu beaucoup d'argent qui sont passés, mais c'était pas les banquiers, c'était des investisseurs. Donc un banquier, c'est pas un investisseur. Oui, mais ça c'est terrible parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un manager où finalement vous êtes une victime? Bon, évidemment, collatérale, c'est moins grave des terribles attentats qui ont connu les États-Unis, bien entendu. Hein, mais il n'empêche qu'à un moment vous montez quelque chose, puis d'un coup, tout le monde vous tourne le dos. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un manager à ce moment-là? On a envie de jeter l'éponge, on arrête tout, on craque, on envoie tout. Alors, pour revenir aux addictions dont vous avez parlé tout à l'heure, la mienne, c'est le sport. Hein. Ouais. Donc, la première chose que j'ai fait, j'étais mettre la tête sous l'eau dans la piscine. J'ai fait des allées et venues, et puis je suis allée courir, et puis c'est reparti. Voilà, comme quoi on rebondit. Le sport, hein, ça peut être. On en parlera avec Olivier Torres tout à l'heure, mais ça peut être effectivement un bon élément. Mais quand je vois ce parcours, je me dis, vous avez toujours eu envie d'être chef d'entreprise. C'est pas paradoxal finalement? Je sais pas. Je pense que le chef d'entreprise, il a quelque chose qui est très important, et c'est ce qui me fait marcher, moi. C'est la liberté. Alors, on a la liberté de travailler 25 heures par jour, ou presque. On a la liberté de pas prendre de vacances. On a la liberté de pas avoir d'argent. On a la liberté de plein de choses.
mais je crois que c'est un... Cher payé quand même, par moment. Bien sûr, Enfin, oui, mais on a ça dans l'ADN. Hein. C'est Olivier Torres qui nous Mais disait qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Donc, oui, mais je crois déjà. qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont envie d'être entrepreneurs parce que c'est une belle aventure. Ouais. Alors vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, Alexandre et Olivier, mais je voudrais rebondir là-dessus, Olivier, parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, ils s'interdisent toute manifestation de faiblesse, le côté l'homme dur ou la femme dure, hein, qui dirige une entreprise et qui doit donner l'exemple. Et du coup, la société est sourde au malaise qu'ils peuvent rencontrer. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. Il y a un déni de réalité des dirigeants d'entreprise, hommes comme femmes, vis-à-vis de leur santé et de leur faiblesse. Et l'explication, c'est l'emprise de l'idéologie du leadership. Quand on est un chef d'entreprise, homme comme femme, on se voit comme un leader, comme un gagnant, comme un battant, comme un winner. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est ce qui vous fait avancer. Mais du coup, on imagine mal un chef d'entreprise arriver le lundi matin à 9h et dire à son équipe, non peut-être même à 8h, et dire à son équipe, écoutez, je me sens pas bien, continuez sans moi. Ce sont des hommes et des femmes que j'ai entendu des centaines et des centaines de fois dire, je n'ai pas le temps d'être malade. Certains même me disent, je ne tombe malade que quand je suis en vacances. Et songez même qu'un jour, j'ai un artisan qui m'a dit, du coup, moi je prends plus de vacances. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte à quel point c'est un peu comme les banquiers. Et on voit bien qu'effectivement, il y a un déni des réalités, et les sociologues du travail se sont toujours intéressés à la souffrance, mais des salariés. Et donc, du coup, ils ont toujours été sourds vis-à-vis de la souffrance des employeurs, des patrons, qu'ils voyaient souvent plutôt comme un bourreau que comme une victime. Ouais. Alexandre? Ça me parle ce que vous dites et ça me touche parce que il y a 2 ans et demi, j'ai formulé le vœu en étant entrepreneur d'avoir un répit et je me suis dit si je tombais malade ça serait la bonne occasion et j'ai été écouté par les cieux et j'ai eu une maladie grave pendant 1 an dont j'ai été guéri intégralement, donc j'ai vécu ça. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que le sociologue Golac nous rappelle dans son rapport adressé au Premier ministre il y a 5 ans que l'une des premières causes de stress ou risques psychosociaux, eh bien c'est l'exigence émotionnelle. Et il veut dire par là le fait d'arriver, de devoir afficher un certain visage devant ses collaborateurs ou devant ses chefs. Et effectivement, le manager n'ose pas dire je vais bien ou je vais mal, je vais bien si les choses vont mal ou inversement. Et on sait que arriver à pouvoir être authentique, être intègre dans son travail, c'est un énorme soulagement. Il y a des entreprises qui disent oui, l'émotion est une richesse, ça n'est pas un risque, l'émotion est une richesse. Et si on essayait d'exploiter 100% de notre humanité, et pas seulement la partie intellectuelle de qui nous sommes, ça nous permettrait d'alléger ce qu'on appelle le syndrome d'Atlas. Je porte le monde sur mes épaules, je porte l'entreprise et je n'ose pas dire à mes collaborateurs que ce matin, finalement, je suis un petit peu fatigué. Voilà, tout simplement. On va marquer une pause dans un instant. On va quand même aborder les solutions, ce que vous avez déjà commencé à faire, Alexandre. Mais si vous allez pas bien le matin, peut-être qu'une des solutions, c'est de ne pas aller au travail. Non, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, le travail, c'est la santé. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que les salariés ont une visite médicale. Pas les employeurs. Tous les 2 ans. Il n'y a pas de service de santé au travail pour les travailleurs non salariés. Qu'on le dise, il y a quand même en France plus de 3 millions de travailleurs non salariés. Effectivement. On marque une pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France avec notre dossier sur les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qui les motive? Ont-ils le moral? Comment peuvent-ils instaurer du bonheur et du bien-être dans leur entreprise? Parmi nos invités, Olivier Torres, qui est le fondateur d'Amaroc, qui est le premier observatoire de la santé des dirigeants des PME. Et nous en parlions juste avant la pause, Olivier Torres. La société ne veut pas entendre effectivement que beaucoup de dirigeants souffrent, mais ils ne veulent pas le montrer. D'abord un petit mot sur cet observatoire. Comment fonctionne-t-il? Comment arrivez-vous, si j'ose dire, et sans mauvais jeu de mots, à prendre la température? Oui. Alors, on a une équipe de maintenant une dizaine de chercheurs. On bénéficie d'ailleurs du laboratoire d'excellence de l'Université de Montpellier, où j'ai créé en 2011 une chaire sur la santé des entrepreneurs. Et pour nous, c'est un programme de recherche. C'est-à-dire que moi, j'enseigne depuis 25 ans l'entrepreneuriat. Ça fait 25 ans que je dis aux jeunes Français, on a besoin d'entrepreneurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, je suis aussi convaincu que mon devoir éthique est de continuer à promouvoir l'entrepreneuriat, mais de dire aussi
Soyez vigilants et à l'écoute de votre propre corps et de votre propre esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat sans avoir conscience d'un entrepreneuriat durable. Et mon propos est double. D'abord, de porter au niveau scientifique les travaux sur ce qu'on appelle le health entrepreneurship. Et là, on est en pointe avec l'Observatoire à Maroc. Et puis, j'ai une mission sociétale, c'est-à-dire que je m'intéresse aussi aux actions de terrain. Ce que fait par exemple le tribunal de commerce de Saintes sur la souffrance des dirigeants en situation de liquidation, c'est extraordinaire et on est partenaire. On va bientôt créer des cellules d'intervention pour les commerçants et les artisans qui sont l'objet d'un braquage. Et ça pose aussi des questions de santé. Et ça n'avait jamais été traité. Clairement, si on fait un top, décidément j'ai des mots terribles, un top des mots MAUX dont souffrent les dirigeants, le stress est le premier facteur, incontestablement. Ensuite, on a la solitude, facteur pathogène, la surcharge de travail, c'est ce qui ressort. Vous avez mis un quatrième facteur, l'incertitude, et notamment celle liée au carnet de commandes. Ah ben oui. C'est-à-dire que la noblesse du chef d'entreprise, c'est qu'il est face à une incertitude du carnet de commandes. Moi, le fonctionnaire d'État qui vous parle connaît son salaire dans 10 ans. Sauf cataclysme grec. Alors que le chef d'entreprise, Annick le disait tout à l'heure, si je n'ai pas un nouveau contrat dans 6 semaines, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes 2 salariés. Donc on voit bien comment le chef d'entreprise porte sur lui ce syndrome d'Atlas, la responsabilité de toute son entreprise. Ouais. Annick Hersand, qui est auteur du livre Trop sexy pour un bilan, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, et Alexandre Jost, qui est fondateur et président de la Fabrique Spinoza, un think tank sur le bonheur. Vous intervenez aussi quand vous voulez. Je le présente parce que je l'ai pas fait au début, et pour nos auditeurs qui nous prennent en cours de route, il est un peu normal de vous présenter. Alors moi, ce que j'aimerais, ça c'est pour le constat. Voilà, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Vous parliez, Olivier Torres, tout à l'heure de la santé. Petite parenthèse, j'apprends notamment dans vos différentes études que les dirigeants dorment en moyenne 6h30 par nuit contre 7 heures, c'est la moyenne française. Et si on regarde ça sur l'année, c'est un peu plus de 180 heures de sommeil en moins. Eh oui, de déficit. Oui, de déficit. Et du coup, ça génère une dette du sommeil. Ça, c'est le grand bémol des entrepreneurs. C'est qu'ils font ce que j'appelle une rogne du sommeil. C'est-à-dire, ils dorment moins, mais pour travailler plus. Et tout à l'heure, on parlait des addictologies. Nous, on n'a pas observé une prise de tabac, d'alcool ou de drogue dure ou douce plus importante chez les dirigeants. Leur drogue, vous savez ce que c'est? C'est le travail. Ouais. Ils sont workaholics. C'est-à-dire que de très très loin, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément. Et en période de crise, ils vont même avoir tendance à travailler encore davantage. Et c'est ça leur drogue. Je vais juste donner un témoignage sur ça, parce qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Vous avez ceux qui démarrent une entreprise qui est tout seul, qui a 2-3 personnes, et puis vous avez ceux qui ont, ce qui m'est arrivé, une centaine de personnes avec une filiale à l'international. Mais quand on démarre, quand on est tout petit, ce qui était mon cas, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai démarré, je faisais les 3-8 à moi toute seule. C'est-à-dire que le matin, je me levais à 4 heures du matin pour faire la production. La journée, j'allais voir les clients, et le soir, j'allais m'occuper de la compta. Et ça, progressivement, on est habitué à travailler à un rythme important. Comme aujourd'hui, je travaille beaucoup moins. J'ai quelquefois l'impression de un petit peu traîner. Vous avez raison, c'est un petit peu le lot de la plupart de patrons de petites structures. Ils n'ont pas le choix. Tout à fait. Ils n'ont pas le choix. Donc, Olivier Torres, après, on va parler un peu plus de bonheur, mais est-ce qu'il y a des clés que l'on pourrait donner aux chefs d'entreprise qui se reconnaissent dans le profil qu'on vient plus ou moins d'évoquer là? Alors, j'aimerais introduire une notion importante qui est les facteurs salutogènes. Pardonnez-moi pour le terme. Salutogène, c'est-à-dire bon pour la santé. Ouais. Par opposition à pathogène. Et on a beaucoup parlé de stress, d'incertitude et de solitude. Mais les chefs d'entreprise sont aussi des hommes et des femmes, on a pu l'observer et le montrer maintes fois, qui ont le sentiment de maîtriser leur destin. Et ça, c'est un facteur déterminant, fondamental, et qui est bon pour la santé. Le deuxième aspect, et Annick le montre, c'est l'endurance. Je tombe, eh bien je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relèverai 8 fois. Eh bien ce hardiness, comme on dit, cette endurance, c'est bon pour la santé. Et enfin, il y a un troisième point, mais qui nous amène à ce que est la raison d'être d'Alexandre, c'est l'optimisme. Les chefs d'entreprise sont des hommes et des femmes qui sont des investisseurs, des créateurs, des formateurs, des employeurs. Eh bien, figurez-vous que ces fonctions créent de manière naturelle de l'optimisme. Parce que si vous n'étiez pas optimiste, vous ne seriez pas quelqu'un qui va embaucher une personne. Donc on voit bien que ça, ce sont des ressorts entrepreneuriaux extrêmement puissants et très bons pour la santé. Annick, après je vais donner la parole à Alexandre. Juste pour préciser un petit point, c'est que pour pouvoir durer
en étant toujours en bonne forme, il faut s'entraîner comme un grand sportif de haut niveau, c'est-à-dire faire attention à faire du sport, faire attention à son moral, faire attention à son alimentation. Et dans votre livre, Annick, vous dites quand même, après que ça se soit très très mal passé avec un de vos clients, c'est un constructeur automobile, et c'est juste une phrase dans votre livre, 2011-2012, a traversé dans beaucoup de déprimes. Bah, bien sûr. Bien sûr. Vous avez pris cher, parce que tout s'est arrêté en l'espace de 5 minutes. Bien sûr, mais ça fait partie de ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Quand on a dans ces gènes l'entrepreneuriat, on oublie, on passe. C'est puis traverser du désert. Alexandre, pour avoir cet optimisme et cette pêche, je vous ai écouté lors d'un séminaire et vous disiez que le point de départ avant toute chose pour le patron, c'est d'être en bonne santé. Et vous avez sorti cette image qui m'a marqué. Effectivement, dans un avion, lorsque les masques à oxygène tombent et qu'on dit il faut aider les enfants à le mettre, et on vous dit d'abord mais mettez-le vous. Et généralement on va le mettre plutôt à l'enfant, puis après, et non pas du tout, parce que c'est là où nous on doit avoir besoin d'air pour pouvoir aider l'autre. C'est un clin d'œil, mais je trouve cette image très intéressante parce que pour un chef d'entreprise finalement c'est la même chose. Alexandre. Oui, bien sûr. Il y a, on pense souvent que le bonheur du patron, ou le patron pense que son bonheur pourrait ne pas être vraiment utile à son organisation, ou qu'il n'y a pas lieu d'y accorder de l'importance. Et pourtant, on s'aperçoit, il y a une étude intéressante américaine de Sonia Lyubomirsky qui suggère que les patrons qui sont heureux atteignent des niveaux de performance économique plus importants. Et quand on dit ça, on a même la capacité à voir qu'il y a un lien de causalité. C'est-à-dire que si on voit un changement dans la manière de se sentir du patron, alors on observe un peu plus tard une performance plus importante de l'organisation. Donc ça, c'est une première... C'est-à-dire que être heureux, c'est communicatif, c'est ça, finalement? C'est communicatif, c'est entraînant, mais c'est aussi, ça donne lieu à une plus grande créativité, une plus grande efficacité, une plus grande largeur de palette cognitive. Ouais. Donc si je me sens bien, je suis plus efficace, je suis plus performant dans le travail, y compris si je suis patron. Après, il y a quand même quelque chose qui finalement me fait beaucoup réfléchir dans notre émission, c'est que on est en train de présenter le patron comme celui qui porte tout, mais en creux, ça nous choque pas. Et en fait, on est en train d'entériner un certain modèle d'organisation. Vous voyez ? Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un non-dit. Et si, en fait, comme Martin Messonnier l'a filmé dans son documentaire Le bonheur au travail, il y avait ce nouveau mode d'organisation qu'on appelle l'entreprise libérée. On va en parler, oui. Ah, Michel, je vous laisse alors me poser la question. Non, mais parce que là, alors on va tout raconter aux auditeurs. Il nous reste 1 minute 50. Si on commence à parler d'entreprise libérée tout de suite, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Mais juste, on va le détailler tout à l'heure parce qu'il va falloir laisser passer les infos. Mais est-ce que là, on est en train d'inventer un nouveau modèle qui est capable de concilier bonheur, bien-être et surtout résultat de l'entreprise? Oui, c'est possible. Même si on n'a pas encore suffisamment de recul sur ces modes d'organisation pour savoir si ce qu'ils apportent vraiment, y compris en termes éthiques et en termes de vision de société. Mais c'est une lueur d'espoir. Un patron qui dirait « Et si finalement on était collectivement à décider du destin de notre organisation ?» Ouais. Ce qui veut dire aussi que, au-delà du patron qui décide de changer son mode de management, puisqu'il s'agit de ça, et tout à l'heure on va vous expliquer dans le détail ce qu'est une entreprise libérée, que les salariés suivent aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a un véritable changement, je dirais culturel, mental, qui doit s'opérer. Ben oui, et en fait ça fait écho à la première question que vous m'avez posée tout à l'heure, qui est est-ce qu'on peut être heureux au travail? Oui, on peut l'être, mais si on est conscient qu'on est tous co-responsables de son épanouissement, et co-responsables, ça veut dire les partenaires sociaux, les dirigeants, les managers, mais soi-même aussi. Je suis acteur de mon propre épanouissement au travail. Parfois, voilà. Annick Hersens, c'est une question dans les équipes que vous avez pu manager, que vous managez aujourd'hui, cette notion de bonheur au travail? Oui, tout à fait. C'est quelque chose. Mais j'ai plutôt parlé de bonheur. J'aimerais bien réagir tout de suite. En 20 secondes alors. En 20 secondes. Lorsqu'on a eu une période très très difficile, j'ai travaillé en permanence avec tous les employés de l'entreprise. On était vraiment partenaires. Là, on était tous sur le même bateau. Et dans les périodes difficiles, on est quand même tous sur le même bateau. On va en parler dans un instant. On marque une pause. On revient dans quelques minutes. À tout de suite.
Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Profession manager dans le Business Club de France, comment vont-ils? Comment surmontent-ils des situations complexes? Sont-ils en bonne santé? Sont-ils heureux? Et leur bonheur est-il communicatif? Voilà le dossier de cette émission. Parmi nos invités, Alexandre Jost, qui est le fondateur et le président de Fabrique Spinoza, qui est un think tank du bonheur citoyen. Alexandre, vous faites quoi comme travaux? Eh bien, notre objectif, Fabrique Spinoza, c'est de concilier science et débat. Donc, d'un côté, on va chercher auprès de personnes académiques, des gens comme Christophe André, justement, dans le domaine du bonheur au travail, on va chercher de la science. Et de l'autre, on fait débattre des citoyens. Et en mélangeant les deux, on aboutit à des propositions qu'on adresse sous forme de rapport à l'Assemblée, au Sénat, à l'exécutif, aux entreprises, aux écoles, aux différentes institutions de notre société, de telle sorte à remettre le bonheur au centre et permettre aussi un meilleur fonctionnement de nos organisations. Alors, parmi le fonctionnement, on a mis un suspense énorme tout à l'heure, juste avant la pause, sur l'entreprise libérée. Alors, je crois que le pionnier en France, c'est certainement Jean-François Zobrist, le patron de la fonderie Favy. Je sais pas si je me trompe, vous allez me corriger. Et je vais juste reprendre, parce qu'il est cash dans ses propos, je vais juste reprendre une de ses phrases. Il dit, grosso modo, il y a 2 à 3% de branleurs dans les entreprises. Pour cela, on met en place une structure qui va gérer les 97% de gens sérieux dans l'entreprise. Du coup, les ouvriers sont brimés par la structure. Ils s'expriment à peine à 50% de leur capacité. Et du coup, chez lui, il n'y a plus de hiérarchie. Il existe qu'un directeur et les employés qui s'organisent eux-mêmes. Là, c'est radical. Pardon pour la grossièreté, mais j'ai repris le texte. En fait, c'est ça qui est paradoxal dans ces entreprises, c'est que d'un côté, il n'y a rien de nouveau, c'est permettre aux collaborateurs de pouvoir exprimer leur point de vue sur leur métier, et de l'autre, il y a finalement une magnitude ou une amplitude à cette idée. Il y a l'entreprise EJ que l'on connaît bien. Cette entreprise a vu son manager en période de crise, comme vous disiez tout à l'heure, Annick. Parce que les entreprises, c'est comme les êtres humains, quand ça va mal, il faut se transformer, quand ça va très mal. Eh bien, ce manager est arrivé devant ses 800 collaborateurs et a dit « Je vous remets ma démission, ainsi que celle de tout le comité de direction. Et maintenant, vous choisissez de nous réembaucher ou pas. » Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a ces entreprises qui osent redonner la parole aux collaborateurs pour réinventer une certaine organisation. Et c'est pas facile, mais ça semble marcher. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, petit 1, est-ce que ça marche pour toutes les tailles d'entreprise, pour tous les secteurs? Et deuxièmement, est-ce que oui ou non, ça produit un épanouissement sans danger? Parce que imaginez, si tout d'un coup vous laissez dans une organisation une certaine autogestion, une certaine auto-organisation, alors il peut y avoir une grande violence. Et nous, Fabrique Spinoza, aujourd'hui nous sommes attentifs à ces modèles, nous disons, quels sont les modes d'encadrement de cette liberté? Alors c'est paradoxal, pour que les collaborateurs se sentent bien, expriment leur plein potentiel et qu'en même temps, il y ait une régulation pour éviter des violences. Le patron de Chronoflex, qui est installé près de Nantes, que l'on a eu dans cette émission, nous expliquait, il a mis l'entreprise libérée, il nous expliquait, quand j'ai mis ça en place, il avait du mal parce que il disait, j'étais un patron classique avant, j'avais ma place de parking, j'avais mon bureau, j'avais tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti un an. Il a laissé ses équipes s'organiser, se mettre en place, puis il est revenu ensuite, mais du coup, il va s'installer là où il y a de la place. Enfin, voilà, il s'est intégré complètement dans cette nouvelle organisation que je trouve intéressante. Mais Alexandre, vous le disiez tout à l'heure, et beaucoup de pincettes, on parle beaucoup d'entreprises libérées, c'est pas forcément la bonne solution, ça s'applique pas à tout le monde. Certains le font, mais accompagnent ce nouveau management par toute une série de valeurs, mais pas uniquement de simples paroles, de vraies valeurs qui crée justement cette cohésion d'équipe. En fait, les valeurs en entreprise, on en parle beaucoup. Ce qui est intéressant dans ces organisations, c'est que la valeur, elle s'incarne de manière très simple, puisque la définition d'entreprise libérée, c'est une entreprise dans laquelle tout collaborateur est apte à prendre des décisions qui le concernent lui ainsi que son travail et son entreprise, sans forcément en référer à sa hiérarchie ou suivre un processus. Donc ça, on peut dire que c'est à la fois une valeur, mais en même temps, on sent que dans la définition, c'est une valeur qui est incarnée. Maintenant, peut-être pour prendre le contre-pied de cette vision de l'organisation, pour pas effrayer les gens qui nous écoutent, il y a
bien d'autres moyens de favoriser l'épanouissement dans une entreprise. Là, c'est la plus extrême et qui va pas à tout le monde parce qu'il faut dégonfler son ego, il faut faire confiance et en général, aujourd'hui, on a vu très très peu d'entreprises qui l'avaient fait sans être en grande difficulté. Donc c'est comme une indication. Mais les autres moyens, on commence à les connaître. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, vous recevez un email toutes les 5 à 7 minutes si vous êtes une personne qui travaille dans des bureaux. Lorsque ça se produit, vous regardez l'email, vous interrompez votre respiration. Vous avez une perte de QI qui est équivalente à 10 points juste liée à ces interruptions successives. Vous vous rendez compte en termes de stress et de capacité ce que ça produit. Attendez, une perte de QI par email arrivée? Mais en fin de journée, on a moins de 10. Non, moins de 10. Non, c'est pas cumulatif, mais si vous êtes plongé, effectivement. Non, mais merci pour le rappel. Si vous êtes plongé dans une tâche et que un email arrive et que vous plongez, vous regardez cet email, eh bien, vous diminuez votre capacité cognitive par rapport à la tâche que vous étiez en train de réaliser. Que font les entreprises? Des entreprises aventurières plutôt, comme Atos, se sont dit on va essayer de supprimer d'ici 2016. En fait, ils ont décalé d'un an parce qu'ils ont du mal à le faire. Eh bien, les emails, plus aucun email en interne. Ce qu'on est en train de dire, c'est que réfléchir à l'épanouissement au travail, c'est aussi un moyen de complètement repenser notre manière de travailler. Et c'est en ça que c'est inspirant, parce que ça peut dessiner des nouveaux modèles d'organisation, et ça peut aussi être une réponse à la crise, je sais plus, à la crise à laquelle on fait face. Donc, il y a cette conciliation possible entre bonheur et performance, même si ça ne doit pas être la motivation première, et ça j'insiste là-dessus, et les patrons dont on parle sont en général au moins les patrons de PME sont des patrons qui sont humanistes et pour qui le fait que les hommes et les femmes se sentent bien est fondamental. Et ça me paraît important de le rappeler. Juste pour la petite parenthèse, certaines entreprises, vous savez, on se met toujours tous en copie, disent qu'au bout de 4 copies, faut arrêter, on va se parler directement. Oui, c'est ça. Eh ben, je trouve ça plutôt intéressant. On arrête de s'envoyer des mails pour pas grand-chose. C'est ça. Si en plus on perd des points. Et la réponse, c'est mettre en place des réseaux sociaux internes pour communiquer, ou alors à un moment se interroger. Je m'apprête à envoyer un email. Est-ce que c'est le meilleur moyen de communiquer? Est-ce que c'est le meilleur moyen de résoudre ce problème? Et ce qui m'amène à dire que finalement, dans la réflexion sur le bonheur au travail, on a coexistence entre des choses qui sont très organisationnelles. On va repenser l'entreprise. Des choses qui sont liées à des petites recettes, je vais pas envoyer un email à tel moment, et des choses qui sont liées à la posture, dégonfler son ego, où on parle beaucoup de reconnaissance. Vous savez, un chiffre qui va vous intéresser, 70% des managers pensent délivrer, au sens offrir de la reconnaissance à leurs collaborateurs, mais seulement 30% des collaborateurs ont le sentiment de la recevoir. Il y a une perte. Vous voyez? Donc là, on est en train de parler de posture. Et si on prenait un temps et une posture telle que, quand je suis patron ou manager, eh bien, je vais formuler de la reconnaissance pour le travail, le savoir-être, pour les compétences à mes collaborateurs. Ouais. Quand on parle de reconnaissance et de valeur, Annick Hersan, je reviens un peu plus je replace le curseur sur l'aspect business, parce que vous dénoncez assez souvent dans votre livre ces relations entre les grands groupes et les PME, et surtout ces relations finalement entre donneurs d'ordre et PME. Ça vous énerve particulièrement parce que là, tout part à volo, les valeurs, le respect, et vous dites qu'on n'y est pas du tout. C'est ce qui ressort assez fortement dans votre livre. Oui, pour avoir l'expérience d'avoir travaillé et créé une société au Canada, où les différences est un petit peu différent, d'avoir essayé de travailler aussi avec la Chine. En France, on est dans des relations, comme vous avez dit, en étant très désagréable, je dis un peu encore de maître esclave, malgré tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on essaye de faire pour les grandes entreprises sont là pour aider en permanence les PME. Ça serait sympa de nous demander ce qu'on a besoin. On a besoin simplement de commandes. On a besoin d'avoir des marchés. Et il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour une PME de travailler avec Boeing, avec Bombardier, que travailler avec Airbus. C'est pas possible de travailler avec Renault, c'est aussi beaucoup plus difficile que de travailler avec Mercedes. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises de culture française avec un comportement français, c'est ça, vous êtes en train de me dire? C'est pas ça. C'est les freins qui sont aujourd'hui encore mis en place dans les grandes entreprises où les grandes entreprises ont un panel de fournisseurs. Ils ont sélectionné un certain nombre de fournisseurs, et je vais vous donner 2 exemples qui me semblent intéressants. Lorsque, par exemple, ils vont un marché, Renault ou une autre entreprise dans l'aéronautique essaye d'avoir un contrat à l'international, ils vont demander
ils vont mettre en place ce qu'on appelle des offsets ou des contrats de compensation. Et à ce moment-là, ils vont demander à leurs fournisseurs référencés sur leur panel de venir s'installer en même temps. Je l'ai vécu au Canada, j'ai vécu des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, la société locale va créer aussi sa propre entreprise. Et on va avoir d'un seul coup une entreprise qui sera plus française, qui va avoir des concurrents locaux. Et puis, on a aussi quelque chose... Alors, je vais être un petit peu optimiste parce que je crois que dans les périodes de crise, périodes difficiles, c'est beaucoup plus facile d'avoir un contrat avec un grand groupe que dans ces périodes où tout va bien. Donc aujourd'hui, période un petit peu fluctuante, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, les acheteurs vont pas changer. Ils sont très contents de ce qu'ils ont. Quand c'est un petit peu plus difficile, ils vont aller voir un petit peu ailleurs. Ouais. Donc vous dites qu'il y a quand même pas mal de progrès à faire, hein, pour être très concret. Oui. D'une phrase. Oui, il y a beaucoup de progrès. Il y a des tas de choses qui sont faites. Hein. Il y a un pacte PME pour aider les grands comptes. Il y a plein de choses qui sont faites. Mais la phrase que j'aimerais bien dire, c'est de temps en temps, demandez-nous exactement ce qu'on a besoin. Oui, complètement. Vous savez que les collaborateurs sont plus heureux dans les PME que dans les grandes entreprises. Et il y a notamment une raison pour laquelle ça se produit, c'est que les collaborateurs sont plus proches de l'objet final de leur travail, de leur production. Et aussi parce que il y a un chiffre magique, c'est 150. Et d'après les biologistes, c'est dans des groupes humains de 150 personnes qu'on se sentirait le mieux. Parce que il y a 50 000 ans, quand on était des chasseurs-cueilleurs, c'était à taille des clans. Et aussi parce qu'aujourd'hui, dans ces groupes de cette taille-là, on connaît la valeur des autres, on sait quelle est leur fonction et on arrive à créer de la cohésion. Et donc, les PME sont plus proches de ces chiffres-là ou peuvent se réorganiser en groupe de 150 personnes. 3 secondes, Olivier Torres. C'est toute l'histoire de ma vie de chercheur. Pendant 20 ans, j'ai mis en évidence le management de proximité et les effets de proxémie dans les PME. Voilà. 3 secondes aussi, Annick. 3 secondes, juste pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut pas oublier que ce qui est très important pour changer un petit peu les choses, les relations, c'est la vision. C'est le rêve. Il faut faire rêver. Alors, je rappelle que la Fabrique Spinoza, vous organisez l'Université du Bonheur au Travail. C'est le 29, 30, 31 octobre, parce que le bonheur au travail, ça s'apprend. Oui, on peut découvrir des techniques, des outils, des postures, des modes d'organisation et ramener ça dans son organisation, être un ambassadeur du bonheur au travail. On terminera là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On marque une pause dans un instant. On retrouve le médiateur national interentreprise. À tout de suite.